une star, une émission que je présente, s'apprête à recevoir Marthe Cécile Mika, elle est écrivaine, une jeune Camerounaise qui monte. Nous allons discuter à bâton rompu sur ses débuts, son avenir et la problématique qui concerne les femmes camerounaises et africaines. Nous allons discuter, connectez-vous pour nous suivre. Elle vit en Suisse, je vais lui passer un coup de fil. Et entre-temps, si vous voulez appeler pendant l'émission pour lui poser une question, sait-on jamais, je vais vous passer son numéro de téléphone pour ceux qui veulent peut-être lui poser des questions, parce que ça va être un débat très houleux. C'est toujours un plaisir de discuter avec des personnes intelligentes, parce que la femme camerounaise a longtemps été cantonnée dans des histoires à dormir debout. Je dois rappeler et le dire qu'il y en a qui font l'exception. C'est une femme exceptionnelle que je m'apprête à recevoir et je vous prie de vous connecter pour nous suivre. Le numéro de téléphone, si vous voulez appeler, c'est le 07 51 87 73 56. Je suis là, je vais décrocher et vous allez lui poser les questions que vous voulez sur la femme, sur l'écriture, des conseils certainement aussi. Nous vous attendons avec plaisir pour discuter avec vous. Donc je vais bientôt appeler. Ah, il est 15h. C'est à 15h que nous commençons. C'est très important que je puisse l'avoir au téléphone déjà, afin de débattre de tout ça. Oui, salut. 10 minutes avec une star s'apprête à recevoir Marthe Cécile Mika, une jeune écrivaine camerounaise. C'est toujours un plaisir de la recevoir. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'occasion de découvrir cette jeune femme pétrie d'intelligence. Très important. Voilà. Je vais lancer l'appel. Très important. Voilà, elle est là. Bonjour Marthe Cécile. Bonjour, Christine, Marie, comment Ça va? Je vais très bien et vous? Voilà, on va commencer l'émission. On va se vous voyer pour l'émission. Et il y a déjà une quinzaine de personnes qui est là. C'est toujours pas évident. Quand les intellectuels vont discuter, c'est pas évident. Donc je vais retourner le téléphone vers la caméra pour te poser les questions d'usage. Bonjour Marthe Cécile Mika. Vous êtes une jeune écrivaine d'origine camerounaise et aujourd'hui vous vous lancez dans l'écriture. Dites-nous d'où vient cette inspiration. Alors, l'inspiration, je veux dire que quand on a une fibre pour écrire, on est inspiré par tout, finalement. Finalement. Parce que je peux écrire au sortir de cette émission, je suis inspirée par tout ce que je vis autour de moi, par tout ce que je rencontre, les situations que je rencontre, les événements que je vis, par mon vécu. Même quand je marche dans la route, je peux écrire sur les scènes que je vis au quotidien. Donc, je pense que quand on a la fibre pour écrire, on peut écrire pour tout. C'est une question d'intuition. Et à partir de son intuition, on va créer, on crée un univers. C'est assez large. On vous écoute. Oui, je disais que c'est assez large. La production intellectuelle peut partir de tout, de ce qu'on vit au quotidien, de ce qu'on rencontre, des situations qu'on vit, de nos idées, des combats pour lesquels on s'engage. Donc, quand on a la fibre littéraire, on peut écrire pratiquement sur tout. On est inspiré par notre environnement, par tout ce qui est autour de nous. Votre déclic s'est passé quand vous avez vu les souffrances des femmes autour de vous, ou bien c'est quand vous êtes arrivé en Europe que vous avez eu le déclic pour écrire?
Alors, il faudrait dire que moi, j'ai toujours été très intéressée de participer à la vie intellectuelle et politique de mon pays depuis ma prime enfance. Donc, je pense que depuis très jeune, j'avais déjà l'ambition de participer à la vie intellectuelle du Cameroun. Et très vite, j'ai commencé à m'intéresser à l'écriture. J'écris pratiquement depuis que j'ai 9 ans, d'autant plus que j'ai grandi dans un contexte où la culture historique et littéraire était très importante. J'ai eu un papa qui était professeur d'histoire géographie, une maman qui était enseignante. Donc j'ai grandi dans un contexte où très vite j'ai compris le bien fondé des études, où j'ai pu nourrir aussi les personnes qui m'ont accompagnée dans le rêve que je portais. Donc ça fait que j'ai toujours aimé écrire, même si finalement c'est quand j'arrive en Suisse que pris fort les vues de ce que j'allais devenir dans la société. Il faut dire que j'écrivais déjà depuis très jeune et je portais déjà cette ambition en moi. Voilà. Nous allons revenir dans le contexte de notre pays d'origine. Le Cameroun subit beaucoup de soubresauts dans l'émergence et ça se discute entre l'alternance et le changement. Vous, quel est votre avis dans tous ces multiples changements avec ces guéguerres autour du Nozo, l'Ambazonie, en tant que femme? Est-ce que vous pensez que vous avez quelque chose à apporter à cette longue discussion qui amène déjà le Cameroun à être à subir des soubresauts? Alors, je dirais très clairement que oui, mais je vais faire un peu la différence entre le rôle et l'implication de la femme dans la vie politique, ou dans la vie sociale camerounaise, et la situation proprement dite. Je pense qu'il ne faudrait peut-être pas faire L'amalgame? le truc dans un contexte de femme reine, ou je ne sais pas s'il faut le dire, mais très clairement, nous voyons que nous sommes dans un contexte de rupture de paix au Cameroun depuis les élections, depuis la période post-électorale de 2018. Le Cameroun traverse un moment très difficile de son histoire et nous sommes confrontés, nous sommes vraiment dans une conjoncture de violence qui dure depuis 2-3 ans et qui continue. Et cette violence, finalement, elle ne s'arrête pas et je ne pense pas qu'elle s'arrêtera de sitôt. Et c'est une conjoncture tellement difficile à comprendre, à maîtriser. Ce sont des enjeux qui sont difficiles à définir parce que le jeu politique se complexifie dans un contexte de transition parce qu'il y a des forces et des contre-forces et même à l'intérieur du régime, on ne sait plus finalement qui est avec nous, qui n'est pas avec nous. Donc, je fais la différence entre la situation que traverse le Cameroun, c'est vraiment une situation très très complexe, et puis le rôle de la femme. Mais très certainement, je crois que la femme a un rôle à jouer dans la société, dans la construction de la société. Mais avant d'y arriver, il faudrait voir la place que la société accorde à la femme. Il faudrait voir quels sont les outils avec lesquels la femme peut aborder ce combat, parce que quand on va dans un combat, il faut être outillé. Donc, c'est ça qui est question pour moi. C'est comme ça que je différencie un peu les deux choses. La femme camerounaise, effectivement, n'est pas assez outillée. Quand vous avez l'occasion d'aller au Cameroun, est-ce que vous rencontrez les autorités et vous en discutez sur l'inégalité des chances de la femme et surtout le non-respect de l'égalité entre hommes et femmes? Est-ce que vous en discutez avec les autorités, quelques autorités que vous rencontrez? Alors pour moi, le problème est beaucoup plus complexe. La question pour moi n'est pas vraiment de savoir si on aborde la thématique avec les autorités, parce que finalement, je pense que ce n'est pas un problème de personne à personne, c'est un problème d'ordre général. Et pour moi, la question des femmes est un sujet central et d'une profondeur extrême. Et je pense que la société camerounaise devrait sérieusement se
l'impression qu'une femme ne peut pas se dire un matin, je suis amoureuse d'un homme, je vais vivre avec l'homme que j'aime, je vais faire ma vie. Il faut que l'homme qui vient épouser la femme reverse la dot à la famille. Et cette dot, fut-elle symbolique, finalement, c'est comme une façon d'acheter la femme. Donc, on a l'impression que la femme devient une marchandise qu'on ne peut pas venir enlever sans donner quelque chose en retour. Quand on regarde notre société, vous allez entendre que l'utilité de la femme est très mal perçue dans le foyer, dans la société. C'est-à-dire que la société nous informe que la femme ne peut pas user de son corps comme elle entend. La femme ne peut pas utiliser son corps comme elle veut. Excusez-moi du terme qui n'est pas approprié. c'est pas une façon de justifier la femme, mais c'est pour parler crûment les choses, pour dire crûment les choses. Donc la femme ne peut pas user de son corps comme elle veut. Donc il y a des restrictions qu'on impose à la femme. Aujourd'hui, dans la société camerounaise, les femmes n'ont pas accès à l'IVG. Elles ne peuvent pas faire des interruptions volontaires de grossesse parce qu'on va évoquer des problématiques religieuses, la tradition. Finalement, c'est la femme qui porte la grossesse. C'est la femme qui vit cette grossesse 9 mois. C'est la femme qui est appelée à porter l'enfant. Et pour une raison ou une autre, elle peut décider d'interrompre cette grossesse, soit parce qu'elle n'a pas de moyens, parce qu'elle vit mal. Mais non, la société africaine, la société camerounaise ne permet pas à la Nous femme impose. de dire je décide d'arrêter cette fille qui évolue en moi. Donc finalement, dans un contexte africain, la femme n'est pas tout à fait propriétaire de son corps. C'est-à-dire que même quand vous vivez en couple, l'homme considère que vous êtes sa propriété. Oui, effectivement, la femme ne bénéficie pas du droit de propriété de son corps. Et c'est de là que partent toutes les violences que les femmes subissent. Les femmes, aujourd'hui, il y a des féminicides, il y a des femmes qui vivent des violences dans les couples, il y a des femmes, quand on parle des crimes rituels, les personnes les plus victimes dans les crimes rituels sont les femmes, mais il y a des violences psychologiques qui sont exercées sur les femmes. Typiquement, le phénomène du vol de bébé dans les hôpitaux, c'est une violence extrême de se dire qu'on a porté une grossesse pendant 9 mois, on a vécu au quotidien avec un être humain et puis que finalement, à la naissance, On vous le vole. avoir cet enfant parce qu'il sera volé. Et ce sont des sujets que la société n'aborde pas ouvertement. On a l'impression que... Ça reste des sujets très tabous au Cameroun et en Afrique. Voilà. Effectivement, ça reste des sujets tabous. Ça reste des sujets tabous parce que nous vivons dans une société qui encourage le culte du silence pour diverses raisons. Parce que les hommes subjuguent les femmes dans la société, parce que les femmes n'ont pas la parole, parce que les femmes ne sont pas suffisamment représentées, les femmes n'occupent pas des postes de pouvoir, des postes de décision. Est-ce que, sans vous couper, est-ce que vous avez observé que dans les sociétés africaines, les femmes qui se lèvent pour défendre les autres, elles sont stigmatisées par d'autres femmes? Vous l'avez observé ou pas? Bien sûr que je l'ai. Et comment on peut donc progresser dans ces conditions pour porter le message des femmes au haut? On ne peut pas. Alors, justement, je pense qu'il est question d'entrer tout droit dans l'éducation des femmes. Je disais qu'aujourd'hui, on a l'impression que les mouvements féministes sont des batailles rangées des femmes contre les hommes, ou que les mouvements féministes sont des mouvements de rébellion contre la tradition, contre la religion. Et les gens ont tendance à penser que les femmes féministes, ce sont des femmes rebelles, Oui. ce sont des femmes... On jette l'opprobre sur les femmes, les féministes. Voilà, on jette l'opprobre sur les femmes féministes. Alors que c'est normal qu'elles... C'est normal qu'elles existent pour défendre les plus faibles. Alors que finalement, elles sont dans un combat qui est tout à fait
Oui. Parce qu'il faut qu'il y ait des voix qui se lèvent pour réclamer les droits des femmes, pour que les femmes soient suffisamment représentées. Parce que le féminisme, finalement, c'est un mouvement qui milite pour l'amélioration des conditions de vie de la femme, pour l'aménagement des structures sociales en faveur des femmes, pour la redistribution des rôles dans la société en faveur des femmes. Donc les femmes ont besoin d'être éduquées, d'être instruites. Même celles qui ne sont pas allées à l'école, elles ont besoin d'être formées. Les femmes ont besoin de gagner en autonomie. Les femmes ont besoin de se déployer davantage dans l'espace public. Et c'est de ça qu'il est question. Et c'est pour cela que les mouvements féministes existent. Pour défendre la cause des femmes. Non pas pour combattre les hommes. Mais le drame, c'est que finalement, les femmes sont d'abord combattues par les femmes. Par les femmes. Je pense que les pires violences que les femmes vivent, ce sont les violences que les femmes exercent sur d'autres femmes. Voilà. Donc, c'est un combat qui est lourd à avancer et qui va être difficile à gagner. J'aimerais savoir, Marthe Cécile, sur quel sujet vous écrivez dans vos ouvrages et vous en avez déjà écrit combien? Alors, je voudrais dire que pour le moment, j'ai commis 2 ouvrages. Le 3e est en cours de publication avec l'édition Panthéon. J'ai changé de maison d'édition. Et puis par ailleurs, moi j'écris au quotidien. Et si vous voulez, pour moi, l'écriture est... Vous n'avez pas choisi une spécialité? Un rayon? Alors, c'est ce que je vous disais, que l'écriture pour moi est un outil, en fait. Oui. Parce que ce qui m'importe pour moi, c'est de mener les combats de ma vie. C'est-à-dire que j'ai envie de m'engager pour les causes que je trouve justes. Oui. Et pour moi, participer à la vie intellectuelle et politique de mon pays, ça passe aussi par l'écriture. Parce que pour penser une société, il faut écrire. Oui. Il faut prendre position sur les faits de société. Et ça ne se limite pas. Et pour moi, mon engagement littéraire ne se limite pas dans la production d'ouvrages. Mais j'écris aussi beaucoup d'éditoriaux sur les hommes politiques, sur les crises politiques, sur les sujets de société, sur les travaux académiques. Là, actuellement, je suis en train d'écrire mon premier article scientifique que je suis en train de publier et que je vais envoyer prochainement. J'écris pratiquement tous les jours. J'écris sur tout ce qui se passe dans la société, sur les sujets de société, sur mes convictions, sur mes positions. J'écris pratiquement sur tout, même si finalement, dans le cadre des ouvrages, je reste encore un peu dans le roman. Mais ça ne signifie pas que je vais m'explorer à autre chose dans les jours qui viennent. Voilà. Mais ce que je voudrais vous laisser entendre, c'est que pour le moment, je considère l'écriture comme un outil. Ok. Et j'écris surtout. Voilà. J'aimerais savoir, quand vous avez appris que des jeunes enfants ont été tués dans des écoles à Kumba, quelle a été votre impression et votre ressenti par rapport à cette tragédie? Alors, ce qui se passe à Kumba, je voudrais déjà dire une pensée pieuse pour toutes ces âmes qui sont parties. Je voudrais aussi... À la quête du savoir. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour adresser mes sincères condoléances aux familles éprouvées. Ce qui est arrivé à Kumba, c'est révoltant. Il n'y a pas de mot pour justifier une telle violence. Mais une fois de plus, je continue à croire que la seule façon de résoudre ce problème passera par le dialogue. Et
nationale, nous avons eu beaucoup de démarches où on a demandé aux rebelles de déposer les armes, mais finalement, on n'est toujours pas sorti de l'auberge. La crise, elle perdure, mais je reste confiante que nous allons trouver une issue à cette situation. Favorable. Et cela ne passera que par le dialogue. Et je pense que nous devons prôner l'inclusion, le principe d'inclusion, pour qu'on se sente tous. Il faudrait que tous autant que nous sommes, peu importe que nous soyons francophones ou anglophones, on devrait tous se sentir camerounais et militer finalement pour les idéaux de notre nation, pour la paix, pour le travail, pour la patrie. Et je crois que ce n'est que de cette façon-là que nous allons ramener l'inclusion, que nous allons ramener le dialogue. Parce que ce qui se passe, c'est déplorable. Dans une guerre où on commence à tuer les enfants et les femmes, je pense que ça craint. Il y a vraiment lieu de s'inquiéter sérieusement pour la situation de notre pays. Oui. Vous venez de la province d'où est originaire le président de la République du Cameroun. Vous êtes accusé de profiter du régime des passe-droits. Est-ce que vous en avez déjà profité? Alors non, pas du tout. Alors non, je voudrais dire que moi je suis militante du RDPC depuis pratiquement 2007. Si je suis dans le RDPC, c'est par conviction. Je suis arrivée en Occident par les soins de ma famille. Depuis que je suis là, j'ai été encadrée par les miens. J'ai continué dans un processus normal de formation. Je travaille normalement, je gagne ma vie au quotidien. J'ai une vie tout à fait normale. Je n'ai jamais bénéficié d'un quelconque intérêt du fait que je sois de la région du président de la République. Et je pense que nous devons combattre cette façon de penser. Parce que les Camerounais, ils viennent vivre les mêmes problèmes. Quand vous allez dans le sud, vous trouvez des régions qui sont enclavées, où les gens n'ont pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est pareil à l'est du Cameroun. Donc la question n'est pas de savoir d'où on vient, de quelle ethnie on vient. La question est de savoir comment est-ce que la gestion des choses publiques se passe au Cameroun. Comment est-ce que les avantages sont redistribués. Il faudrait qu'on touche les problématiques où elles doivent être touchées. Il faudrait qu'on milite pour les valeurs, qu'on se batte pour les idéaux. Mais je m'oppose littéralement à cette vision de combat tribal où on dit ce sont les boulots qui ont fait ceci. Je pense que le gouvernement n'est pas fait que les boulots. Il y a toutes les ethnies. Le président a dirigé avec toutes les ethnies. Aujourd'hui, l'ethnie de l'Ouest, ce sont les premières fortunes du Cameroun. Et ils ont bénéficié du fait d'avoir bénéficié de certaines largesses du gouvernement. Donc, ils donnent l'impression qu'ils n'ont jamais profité, alors qu'ils sont vraiment parmi ceux qui ont profité du régime. Place. Alors, il faudrait dire que, en ce qui me concerne, j'essaie de prendre beaucoup de recul dans ce combat qui oppose l'Ouest au grand centre-sud. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'apprécie pas du tout et que je n'aime pas du tout le professeur Maurice Kamto et que je m'oppose littéralement à ce personnage politique que je trouve très nocif pour l'équilibre de notre pays. Parce que je pense que ce monsieur est venu nourrir les clivages au Cameroun entre les fils d'une même nation. Oui. Parce que tout part de son discours. Quand on dit que s'il y avait un concours ou un boulot. Et je pense que inconsciemment, quand il le dit, il réveille une blessure dans les cœurs. Un questionnement qui... Oui, effectivement. Vous venez de la... Excusez-moi, vous avez encore à dire? Je vous écoute. Je voulais vous poser une autre question. Oui, dites-moi.
Voilà. Vous êtes de la génération qui n'a vu qu'un seul président au Cameroun. Quand on parle d'alternance, ou bien ce fameux slogan de l'émergence en 2035, vous y croyez, vous? J'y crois fermement. Si je suis dans le RDPC, c'est par conviction. Et, et justement, ce que je déplore avec les partis d'opposition, c'est que lorsqu'ils parlent de changement, on a l'impression qu'il y a un besoin exclusif de changement que pour eux. Mais même pour nous qui sommes dans le RDPC, nous avons des besoins de changement, nous les exprimons. Mais le changement, il se fera de façon pacifique. Le changement, il se fera par les urnes. Le changement, le président de la République lui-même, il réclame ce changement. Il a dit que ce mandat sera l'un des mandats les plus décisifs. Donc, il a émis le souhait de mettre en avant les jeunes et les femmes. Ça signifie que lui également, il a aspiré à un renouvellement de la classe politique, à un changement dans la gestion des affaires au Cameroun. Je ne pense pas que le changement est un besoin qui est propre ou exclusif à l'opposition. Le changement, c'est ce à quoi nous aspirons tous en tant que jeunes. Voilà, je crois que oui, j'aspire à ce changement en tant que jeune RDPCiste et je crois que ce changement se fera. Mais je pense que ce changement se fera au sein du RDPC parce que le RDPC reste la meilleure alternative pour le Cameroun. Et l'alternance, oui, nous la voulons, mais elle se fera au sein du RDPC parce que pour moi, les élites politiques du RDPC restent les élites politiques les plus raisonnables, quand on a des politiques qui tiennent des discours disproportionnés, comme ceux du MRC, on n'a pas envie de penser que le changement viendra du MRC. On a vu ces gens du MRC qui ont ouvertement montré et déclaré leur proximité avec l'Amazonie. Mais voilà cette Amazonie aujourd'hui qui tue les jeunes, qui tue les femmes, les enfants. Donc nous ne voulons pas d'une alternance violente. Nous ne voulons pas d'une alternance qui viendra diviser les fils d'une même nation, qui viendra diviser les Camerounais. Nous voulons une alternance pacifique, une alternance démocratique, une alternance qui va continuer à porter les valeurs du Cameroun, une alternance qui va continuer à militer pour le développement de la nation camerounaise. Et je crois vraiment que ce changement se fera au sein du RDPC. Cette alternance se fera à temps opportun et se fera dans le RDPC. Je découvre à l'instant que vous êtes aussi une femme politique. Qu'est-ce que vous pensez du fait que 37 ans au pouvoir, mené par le RDPC, vous ne trouvez pas que c'est trop long? 37 ans. Alors, moi, je m'oppose un peu à cette réflexion de longévité au pouvoir, parce que finalement, ce n'est pas la question de longévité qui compte, ce sont les réalisations qui comptent. Parce qu'on peut être dans un pays où il y a une alternance qui s'effectue toutes les 5 ans ou tous les 7 ans, mais finalement, il n'y a pas de développement. Alors, au Cameroun, effectivement, Il y a des grandes réalisations. Mais les Camerounais trouvent que 38 ans, c'est long et qu'il aurait fallu à un moment penser à renverser la tendance, alors que avec toutes ces réalisations, effectivement, 38 ans ou 37, je ne sais plus trop, c'est pas assez, je pense. Alors, moi, je ne sais pas qui sont ces Camerounais qui trouvent que 37 ans c'est long. Parce que. Vous avez parlé tantôt de Camto. Qu'est-ce que lui pense? C'est ce qu'il dit, non? Alors, si le président est aux affaires depuis 37 ans, c'est parce qu'il a toujours été élu par les Camerounais. Le président n'est pas arrivé aux affaires par les armes et il ne s'est jamais maintenu au pouvoir par les armes. S'il est à ce poste depuis 38 ans, c'est parce que les Camerounais lui ont toujours renouvelé leur confiance. Il a toujours été réélu et les Camerounais ont le droit de réélire qui ils veulent, le nombre de fois, autant de fois qu'ils veulent. Et c'est le choix du peuple camerounais que lui a son affaire depuis 38 ans. Alors, si on parle des Camerounais qui ne veulent pas, mais qui sont ces Camerounais? C'est probablement la minorité qui n'a jamais réussi à renverser la tendance.
Un donneur de leçons. Voilà, qui peut nous apporter des leçons. Je crois que lui, il a été aux affaires, il s'est construit, il a construit sa notoriété et son pouvoir finalement en étant membre du gouvernement, grâce à ce gouvernement. Donc si on a quelqu'un reproche à faire au gouvernement, il fait partie des gens qui doivent nous rendre compte. Donc je refuse qu'il se présente aujourd'hui comme celui-là qui veut nous apporter un autre regard. Une solution miracle. Pour moi, le professeur Moïse Kamto, il est mort politiquement. Je confirme. Moïse Kamto, pour moi, n'est plus, comment dire, pour moi, le professeur Moïse Kamto n'est plus une personne qu'on peut compter dans le jeu politique futur au Cameroun. Pour moi, la personne Kamto ne fera plus long feu. Il a fait ses preuves, il a montré ses limites. Il a montré ses limites et désormais, il rentrera dans l'histoire des opposants qui ont fait échec au Cameroun. Pour ça, Moïse Kamto, il n'a plus rien à démontrer, il n'a plus rien à prouver. On a vu ses limites, ses contradictions, c'est une personne très controversée dans son discours, dans sa démarche politique. Il n'a rien de constructif dans son parcours, dans son itinéraire, même dans ses propos. Donc je pense qu'il n'a rien à proposer aux Camerounais. Voilà. Marthe Cécile Mika, il y a des jeunes femmes qui vous suivent sur Internet. Vous faites partie des modèles de femmes qu'on respecte. Est-ce que vous avez quelques conseils pour les jeunes femmes qui veulent se lancer dans l'écriture comme vous? Alors, je pense qu'il faut croire en soi. Quand on a envie d'écrire, il faut croire en soi. Parce que écrire, c'est pas aisé, mais quand on écrit, finalement, chacun a sa marque quand on écrit. Parce que quand on écrit, il faut de la rhétorique, il faut jouer avec les mots, il faut trouver les mots, il faut harmoniser les mots, et puis il faut un brin de sincérité, parce que l'écrivain est toujours proche de son environnement, de ses perceptions, de ses sentiments, de ses émotions. Il faut avoir l'honnêteté et le recul dans ce qu'on fait. Après, c'est vrai que les débuts, c'est pas toujours aisé, mais c'est comme dans tout cas, à force de travailler, on se perfectionne. Donc, il faut croire en soi-même pour écrire. Il faut être une personne de conviction. Parce que c'est pas essayer de relâcher sa pensée. Parce que les écrits, quand on les a avec nous, quand on les porte en nous, ils nous reviennent. Mais du moment qu'on a relâché en écrit, on ne le contrôle plus. On est soumis à la censure, on est soumis à la critique. Il faut être préparé à cela. Donc je pense qu'il faut savoir s'écouter, il faut savoir se faire confiance, il faut croire en soi, il faut oser. Et puis quand on se donne les moyens pour y arriver, on se donne aussi les moyens pour atteindre nos objectifs et puis finalement on y arrive. Il n'y a rien de sorcier. Oui. L'émission tire à sa fin. J'aimerais savoir quel regard vous portez sur l'évolution de la femme ou les difficultés ou les choses à résoudre pour que la femme camerounaise soit au top et même la femme africaine. Alors, le regard que je pense, c'est clairement que la femme n'est pas suffisamment représentée, la femme n'est pas suffisamment écoutée, les femmes vivent encore beaucoup de violence. Et pour moi, je crois qu'il faudrait qu'on ramène le sujet de la femme au cœur des problématiques de société. On aimerait avoir le sentiment que les problèmes des femmes sont sur la table des politiques.
dépendent encore beaucoup des hommes. Oui. Que finalement, elles ne peuvent pas se prévaloir d'émettre leur avis ou de se définir en tant que personne avec leur propre idée. Les femmes vivent un peu encore en Afrique, bien sûr, vivent encore un peu sous En Afrique, oui. Ouais. L'émission tire à sa fin. Très honorée d'avoir pu discuter quand même avec vous sur certains sujets et les réponses étaient vraiment celles que j'attendais de vous. Un mot pour conclure cette belle émission, Marthe-Cécile Mika. Alors, je dis merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Je voudrais vous remercier vous-même d'avoir pensé à m'inviter. C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté de répondre à votre invitation. Et puis, nous avons une pensée pour ceux qui subissent des violences en Afrique, au Cameroun. Et nous espérons que la situation politique au Cameroun va se stabiliser, et les choses vont s'arranger, les crises vont s'apaiser, et que nous allons retrouver un climat de paix dans les prochains mois, dans les mois qui viennent. Voilà. Je vous souhaite bien des choses et au plaisir. Portez-vous bien. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, au revoir. Ciao. Au revoir. Voilà. Ça a été un plaisir d'écouter Marthe-Cécile Mika, qui est une jeune écrivaine qui monte. Nous lui souhaitons un bel avenir littéraire. Et vous qui nous avez suivis, merci de nous avoir écoutés. Je reste et je demeure Aline Marie-Christine Zomobem, à votre service. 10 minutes avec une star. Au revoir. Ciao.